Merci pour l'invitation et puis surtout merci de souligner justement la journée mondiale de lutte contre la maltraitance envers les aînés. C'est une réalité effectivement qui est encore trop présente dans notre société. C'est sûr que c'est un événement qui a lieu durant toute la semaine là, puis c'est la journée était hier. Alors merci de cette opportunité justement de parler de proches aidants et de troubles neurocognitifs majeurs. Alors, pour ma présentation d'aujourd'hui, je vais aborder brièvement les troubles neurocognitifs majeurs. Surtout, j'aimerais vous amener à penser davantage à la maltraitance plutôt qu'à la maltraitance envers les personnes proches aidantes pour justement finir sur une note positive. Alors, je vais commencer tout d'abord par définir certains termes parce que vous êtes de différentes origines, vous entendez certainement différentes terminologies utilisées soit par les professionnels de la santé, soit par des membres de la famille. Et juste pour que les choses soient bien claires d'entrée de jeu, je ne vais pas parler de terme démence. Au niveau des sociétés Alzheimer, c'est un terme qui est considéré comme porteur d'énormément de connotations négatives et ça devient forcément un frein pour avoir un diagnostic, pour obtenir de l'aide, pour parler justement ouvertement de la maladie. Et cette décision a également été beaucoup motivée par un changement au niveau du DSM-5, donc la Bible pour la psychologie, où le terme démence a été enlevé pour parler davantage de troubles neurocognitifs majeurs, d'autant plus qu'on est vraiment en mesure de différencier les différents types de troubles neurocognitifs et donc d'avoir un diagnostic plus précis. Je vais également beaucoup parler de proches aidants ou de personnes proches aidantes versus aidants naturels. Il n'y a rien de naturel à devenir proche aidant. C'est un processus qui nous est soit imposé, soit qui est choisi. Qu'également, c'est la terminologie qui a été maintenant utilisée aussi par le ministère à travers donc la loi qui permet de reconnaître les personnes proches aidantes. Alors, les troubles neurocognitifs majeurs, en bref, c'est vraiment des maladies neurodégénératives, évolutives et incurables pour le moment. Maintenant, je me permets de dire le pour le moment, étant donné qu'il y a eu énormément d'avancées thérapeutiques et puis on est peut-être vraiment à un tournant dans le traitement des troubles neurocognitifs majeurs avec plusieurs médicaments qui sont dans un processus quand même très avancé d'évaluation ou d'approbation par la FDA et qui vont s'en venir au niveau de Santé Canada. Et donc, on l'espère que dans un avenir très proche, ces maladies deviennent, en tous les cas, qu'on ait les outils pour les ralentir. Peut-être pas les donner des traitements qui permettraient donc de stopper l'évolution de la maladie, mais au moins d'avoir un effet sur la qualité de vie des personnes qui vivent avec ces troubles neurocognitifs majeurs. C'est des maladies qui ne font pas partie du processus normal de vieillissement. C'est très important parce que malheureusement, ça perpétue un certain nombre de stigmas et des préjugés entourant la maladie. Et donc, il faut bien reconnaître que c'est des maladies à part entière avec des causes, une anatomie, des effets, des manifestations, des symptômes, et donc qu'on est en mesure de les diagnostiquer de plus en plus. C'est des maladies également qui vont inclure des symptômes comme la perte de mémoire, les difficultés langagières, les problèmes de comportement et surtout les symptômes associés à ces troubles neurocognitifs majeurs vont diminuer la capacité d'une personne à accomplir les tâches de la vie au quotidien. Et donc, on en distingue plusieurs. La maladie d'Alzheimer est peut-être la maladie la plus connue, la plus répandue aussi, puisqu'elle représente entre 60 à 80% des diagnostics. Mais vous voyez que
Il y a également la maladie à corps de Lewy, la maladie vasculaire ou encore la dégénérescence frontotemporale et des maladies qui sont moins prévalentes comme la maladie de Parkinson, la maladie d'Huntington ou encore la maladie de Creutzfeldt-Jakob. Et il y a encore d'autres maladies plus rares. Et en fait, on est vraiment en mesure de distinguer parmi plus de 80 troubles neurocognitifs majeurs. Donc, je vais peut-être parfois utiliser uniquement le terme de maladie d'Alzheimer, mais c'est vraiment par souci de légèreté au niveau du discours. Alors, juste également quelques chiffres pour bien placer les choses. C'est une maladie, les troubles neurocognitifs majeurs vont toucher davantage des personnes du sexe féminin, soit de par leur prévalence au niveau des diagnostics, puisqu'elles représentent plus de 64% des personnes atteintes, mais également en termes de leur prévalence en termes de proche aidance. Donc, c'est quand même plus de 70% là, des personnes proches aidantes qui sont des femmes. Et donc, ça amène forcément un certain nombre de défis pour les femmes de par leur rôle et également la conciliation famille, travail, rôle de proche aidant qui vont être très importants pour elles. Les troubles neurocognitifs majeurs, leur risque d'obtenir un diagnostic va doubler à tous les 5 ans au-delà de 65 ans et ça représente un coût très important pour notre réseau de la santé puisqu'on considère à plus de 1,5 milliard de dollars en coûts directs et indirects qui sont associés aux troubles neurocognitifs majeurs. Et le nombre de personnes atteintes au Québec, c'est plus de 172 000 personnes et ce chiffre va plus que doubler d'ici 2050. Donc, on s'attend quand même à un tsunami. On est en fait déjà dedans. Et puis, la Société Alzheimer du Canada l'avait déjà alerté en 2012. Alors, voyez bien l'ampleur de la situation et surtout tous les défis que cela pose, non seulement à un niveau individuel, mais également à un niveau collectif. Puis là, j'ai voulu également vous montrer, avant vraiment de passer davantage et de parler de proche aidance, du parcours d'une personne. Bien sûr, pour l'objectif là de la présentation, c'est un parcours qui est représenté de manière linéaire, mais en aucun cas, c'est un parcours linéaire. L'évolution de la maladie va être vécue de manière très personnelle, très également individuelle, même si l'évolution de la maladie est universelle. Chaque personne, en fait, va avoir plus ou moins de défis, va rencontrer plus ou moins de perte d'autonomie, va évoluer également dans le parcours de la maladie de manière très différente à travers les différents stades d'évolution de la maladie. Mais par contre, elles vont toutes passer par ces différents stades, à savoir cette préoccupation par rapport aux signes précurseurs. Et ça, bien avant le diagnostic. Le diagnostic, en fait, est juste une étape qui vient officialiser la chose, mais les pertes et les préoccupations sont bien présentes avant cela. Puis forcément, il y a tout le parcours qui peut être plus ou moins long, plus ou moins difficile, plus ou moins accompagné pour obtenir ce diagnostic avec donc les évaluations cognitives, les IL, l'imagerie cérébrale, les IRM, peut-être pourquoi pas aussi une ponction lombaire, et pour en arriver à un diagnostic qui malheureusement n'est pas à 100%. C'est sur la base vraiment des évaluations et également par élimination, puisque les symptômes qui sont vécus par la personne peuvent également être attribuables à d'autres facteurs, notamment l'abus d'alcool, de drogue, les interactions médicamenteuses, la maladie de la glande thyroïdienne ou encore des maladies vasculaires ou cancer du cerveau. Donc, vous voyez que c'est quand même, il y a énormément de choses qui entrent en jeu dans ce diagnostic qui peut prendre jusqu'à 18 mois pour certaines personnes. Puis là commence en fait le périple de la personne, puisqu'il faut non seulement comprendre le diagnostic, qu'est-ce que ça signifie pour moi, comment je vais évoluer, comment est-ce que je vais vivre avec cette maladie. Il y a beaucoup de désespoir qui est associé à cette période-là, de remise en cause également. Puis arrive la période finalement où la personne va cheminer vers une acceptation et une adaptation avec cette nouvelle réalité pour pouvoir justement planifier l'avenir, contacter les services communautaires pour recevoir de l'aide et maintenir
non seulement son autonomie, mais également sa capacité de demeurer à domicile le plus longtemps possible. Vient également une période très charnière qui est vraiment vécue par les personnes atteintes de différentes manières, à savoir l'arrêt de la conduite automobile. C'est le point de bascule finalement qui parfois va être associé aussi à l'inaptitude. Et donc, c'est tout un changement pour la vie de la personne. Puis, la demande en soins devient de plus importante. Puis on se pose forcément des questions par rapport à notre sécurité et à notre capacité à demeurer à domicile encore pour une certaine période avant d'envisager un déménagement vers un milieu de vie de type RPA, RI, RTF ou un CHSLD, avant bien sûr de penser à tout ce qui est associé à la fin de vie et aux soins palliatifs. Pardon. Donc, l'impact pour la personne vraiment va varier énormément. C'est des sentiments, des émotions qui vont s'entremêler, qui vont également être vécus de différentes manières à différents moments de la maladie. C'est le choc, bien sûr, du diagnostic. C'est la peur. Comment est-ce que je vais évoluer, face à cette maladie? Comment est-ce que mon réseau social va s'effriter parce que malheureusement, c'est aussi la réalité des personnes atteintes. Beaucoup de tristesse, pourquoi est-ce que ça m'arrive à moi? Beaucoup de colère. J'ai vécu toute ma vie de manière très saine. J'ai un niveau d'éducation assez élevé. Je fais de l'activité physique. Je m'alimente adéquatement. Et puis, ce diagnostic est posé. Beaucoup de désespoir aussi parce que justement, la maladie d'Alzheimer n'a pas bonne presse. Et donc, forcément, il y a un sentiment d'anxiété, de désespoir qui est très important chez les personnes atteintes. Aussi la culpabilité en fait de devoir faire subir et vivre ça à ses proches. Donc, il y a beaucoup de sentiments qui s'entremêlent. L'isolement social est une réalité de beaucoup de personnes, puisque comme je vous le disais, l'effritement du réseau est très présent. Et puis, parfois, il y a des sentiments on ne comprend pas très bien, mais de soulagement. Parce que justement, on voyait ces premières manifestations, les signes précurseurs de la maladie, puis on était un petit peu dans une errance de diagnostic. Puis là, finalement, ce diagnostic est posé. Et donc, il y a un certain soulagement, un certain apaisement qui permet à la personne alors de planifier les prochaines étapes. Alors, bien sûr, la maladie d'Alzheimer ou les troubles neurocognitifs majeurs, ce n'est pas l'histoire d'une personne. C'est vraiment l'entourage qui va être affecté par la maladie. Et puis, ça va affecter, bien sûr, les proches aidants d'une manière très personnelle. Et je suis persuadée qu'ici, dans l'audience, il y a un mix de personnes. Mais ce qui est sûr, c'est que durant notre parcours de vie, on a soit été proche aidant d'un être cher, vous êtes probablement maintenant, vous accompagnez un proche et donc vous êtes proche aidant. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on va certainement tous être proche aidant d'un être cher dans le futur, de par justement le vieillissement de la population et la prévalence des troubles neurocognitifs dans notre société. Et donc, c'est une réalité bien présente. C'est pour ça que justement, le Québec s'est doté en octobre 2020 de la première loi provinciale et donc canadienne pour justement reconnaître et soutenir les personnes proches aidantes. Et de cette loi a découlé non seulement une politique nationale et un plan d'action gouvernemental qui donc émet un certain nombre de mesures pour justement accompagner et favoriser le soutien des personnes proches aidantes. Donc, il y a vraiment une conscience de la réalité des personnes proches aidantes et donc de la nécessité de les accompagner, de les soutenir adéquatement. Alors, cette loi a permis notamment de donner pour la première fois une définition de qui peut être ou qui est une personne proche aidante. Alors, je ne vais pas tout lire là parce que c'est quand même assez long, mais ce qui est important de se rappeler, c'est qu'une personne proche aidante, ça peut être n'importe quelle personne dans l'entourage d'une personne qui, elle, vit une incapacité, qu'elle soit de nature physique, psychologique ou psychosociale. Et puis, peu importe l'âge de la personne aînée, peu importe son milieu de vie,
Peu importe également le soutien ou l'accompagnement qui est donné, donc que ce soit de manière continue ou occasionnelle. Cette décision, par contre, elle doit être prise de manière libre, éclairée et surtout qu'elle est révocable pour justement favoriser le rétablissement de la personne aînée. Donc, c'est un parcours dans le temps qui peut être plus ou moins limité. Puis cet accompagnement, il peut prendre différentes formes. Ça peut être de l'aide informelle, comme par exemple le transport à des rendez-vous médicaux de manière occasionnelle, ou ça peut être un accompagnement plus dans la durée avec l'aide au niveau des soins personnels. Mais ce qui est clair et ce qui est malheureusement de plus en plus une réalité des personnes proches aidantes, c'est que ça va avoir une répercussion très importante sur elles, tant au niveau financier qu'au niveau psychologique et donc également au niveau de leur santé personnelle, au niveau de leur santé physique, de par justement toutes les responsabilités sociales et familiales qu'elles auront à jouer auprès de la personne aidée. Alors, maintenant, on a une meilleure connaissance des personnes proches aidantes et j'attire votre attention sur vraiment le dernier portrait qui a été effectué par l'Appui pour les proches aidants. Donc, il y a vraiment d'être publié cette année pour nous donner justement ce portrait de la proche aidance au Québec. C'est plus quand même de 2,3 millions de Québécois qui sont proches aidants d'une personne et qui vont donner soit de l'aide ou du soutien au moins 1 heure par semaine. Ça représente quand même un tiers des adultes québécois et donc c'est quand même une réalité très importante dans notre société. Et le 2 tiers des personnes proches aidantes s'occupent d'une personne aînée en situation de perte d'autonomie et donc qui a un diagnostic de trouble neurocognitif majeur. Donc, vous voyez qu'on est quand même encore dans une proche aidance très associée au vieillissement et c'est vraiment notre réalité de plus en plus en termes de société. Alors, je vous parlais justement d'une situation précaire, beaucoup d'épuisement. Près de la moitié des proches aidants ne sont pas conscients de leur rôle. Et c'est ce qui amène justement cet épuisement. Le fait de ne pas être conscient de notre rôle de proche aidant amène forcément les personnes à ne pas solliciter d'aide, à ne pas être reconnues comme telles par les différentes instances qui les accompagnent, à ne pas aussi avoir une connaissance de l'impact que ce rôle-là a sur soi-même. Et donc, malheureusement, ça va favoriser l'épuisement et l'isolement des personnes proches aidantes. D'autant plus que une étude justement de l'Institut canadien de l'information en santé a permis pour la première fois d'avoir ce chiffre assez éloquent, à savoir que 45% des personnes proches aidantes vivent une détresse psychologique et émotionnelle très importante. Puis juste en termes de comparaison, ce chiffre-là, il est de 21% pour les proches aidants qui accompagnent une personne qui souffre d'une autre maladie qu'un trouble neurocognitif majeur. Donc là, on vient vraiment doubler cette détresse juste par le fait qu'elles accompagnent une personne atteinte d'un trouble neurocognitif majeur. Puis justement, cet épuisement vient du fait que il y a une méconnaissance de l'offre de soutien et de services. Parfois, les services sont présents, mais ils ne sont pas adaptés à la réalité des personnes proches aidantes qui ont une réalité parfois bien particulière. Toutes les personnes proches aidantes ne sont pas des personnes retraitées qui peuvent accompagner leurs proches de manière adéquate 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il y a des réalités également au niveau des familles, des personnes proches aidantes qui sont à distance également, des personnes proches aidantes qui travaillent. Et donc, forcément, les services ne sont pas toujours adaptés à leur réalité. Il y a aussi un déni ou une difficulté d'adaptation. Donc, comme je vous l'avais montré pour la personne atteinte lorsqu'elle reçoit un diagnostic, c'est aussi ce sentiment-là qui est prévalent chez les personnes proches aidantes de ne pas reconnaître non seulement leur rôle, mais également la situation que vit leur personne proche. Il y a un sentiment de culpabilité. Est-ce que j'en fais trop? Est-ce que j'en fais pas assez? Est-ce que je suis assez présente justement pour mon proche qui est très présent durant tout le parcours de la proche aidance et d'accompagnement? L'épuisement, comme je viens de vous le mentionner, qui est également une de ces réalités qui, encore une fois,
démontre la précarité des personnes proches aidantes. Puis justement, il y a cette conciliation au travail, famille, rôle de personnes proches aidantes, étant donné que beaucoup de proches aidants sont dans la catégorie sandwich et donc ils vont s'occuper non seulement de leur famille, généralement une petite famille avec des enfants à bas âge, également de leurs parents qui vont vivre une perte d'autonomie. Ils vont également avoir un travail et donc forcément toute cette dynamique-là, il faut la considérer dans cette conciliation et dans l'épuisement des personnes proches aidantes, surtout que les personnes proches aidantes sont amenées malheureusement à prendre davantage de congés, davantage de travail à temps partiel, davantage d'arrêt de travail pour pouvoir accompagner leurs proches dans un parcours quand même qui est assez long. Et donc, c'est ce qui amène en fait des pertes de revenus et parfois même un appauvrissement. Alors, elles vivent encore davantage de deuil qui est différent d'un parcours de proche aidance standard, puisqu'elles doivent vivre le deuil de la personne elle-même, de la personne, de l'être cher qu'elles accompagnent, qui, au fur et à mesure de l'évolution de la maladie, va changer. Certes, c'est toujours la même personne, c'est toujours le père, c'est toujours la mère, mais il peut y avoir des changements de comportement, des changements de personnalité. Et donc, vous allez certainement beaucoup entendre « je reconnais plus mon proche ». Ça, c'est leur réalité. Donc, c'est un deuil qu'elles doivent faire avant même le deuil final qui survient lors du décès de la personne. Il y a également le deuil de la relation avec la personne, de cette communion, de se dire également, dans un couple aussi, il n'y a plus cette même intimité. La relation dans le couple également va changer. L'intimité, la sexualité et le changement de rôle aussi. On passe du conjoint, de l'être aimé, vers un rôle de proche aidant. Et donc, parfois, c'est un deuil également qui est vécu par la personne proche aidante. Il y a également tout ce qui est associé justement à cette dynamique de couple qui est variable et qui est modifiable, avec on passe davantage à une relation d'amitié, de soutien, où on est là pour justement accompagner la personne parce qu'on la connaît suffisamment bien. Il y a également des enjeux de communication, soit de par la perte de la parole, mais également de par les difficultés au niveau de la communication, de la compréhension de la part de la personne aidée, ce qui rend la communication au sein de la DIAD parfois problématique. Également le deuil par rapport à toutes les activités en commun et puis les passions partagées qu'on avait ensemble, toutes les activités qu'on voulait faire et qu'on pouvait faire à deux, puis qui malheureusement là vont prendre davantage un autre aspect. Et puis forcément, c'est toute cette liberté d'action qu'on n'a plus parce qu'il faut continuer à travailler ou il faut également accompagner la personne en termes de soins et d'aide à domicile. Et donc, il n'y a plus cette indépendance et puis cette liberté pour tout simplement aller prendre un 5 à 7 avec des collègues de travail ou de se prendre un moment pour aller à un spa, par exemple. C'est quelque chose qu'il faut organiser dans sa journée parce qu'il y a d'autres occupations et d'autres responsabilités. Puis, c'est aussi tout le deuil qui est à faire par rapport au futur, par rapport à tous les projets qu'on avait avec la personne aimée et que malheureusement, on ne pourra plus le faire. Même si ça, c'est quelque chose qu'on travaille beaucoup avec les personnes proches aidantes pour justement changer cette perspective, puisqu'on peut quand même continuer à avoir des projets. Ils vont prendre d'autres aspects, ils vont se faire d'une autre manière. Il faudra les planifier également d'une autre manière. Alors, les personnes proches aidantes vivent également une stigmatisation bien réelle. Plus de 52% ont vécu cette stigmatisation lors d'une enquête qu'on a menée au niveau de la Société Alzheimer du Canada en 2017. Puis cette discrimination, en fait, va prendre plusieurs formes. Que ce soit de la difficulté à avoir accès à des services ou à du soutien approprié. Plus de 20% de personnes rapportent cette discrimination. D'être exclu de la prise de décision par rapport à des traitements ou à des choix de soins, puisque notre système de santé, il est fait qu'on considère le patient. On ne considère pas nécessairement l'entourage ou les membres de la famille. Également d'être rejeté ou ignoré ou de faire face justement à du rejet et de l'évitement social. Donc, encore une fois, une réalité bien présente par rapport à l'isolement social des personnes proches aidantes.
Et puis, ben, c'est un mal-être. C'est vraiment un mal-être là qui est vécu, puisque une personne sur 5 se dit embarrassée d'être vue en public avec son proche vivant avec la maladie. Plus de 40% se sentiraient mieux s'ils ne s'occupaient pas d'une personne qui vit avec un trouble neurocognitif majeur. Puis, ben, toute cette situation amène en fait une réalité bien présente, à savoir l'absence de connaissances par rapport à la réalité des personnes proches aidantes, puisque 87% d'entre elles aimeraient justement qu'il y ait une meilleure compréhension de leur réalité. Et plus de 2 tiers trouvent que leur parcours d'aide mène à leur isolement. Donc, vous voyez qu'il y a non seulement une précarité, il y a un mal-être, il y a un épuisement, il y a un sentiment de culpabilité, il y a des deuils progressifs auxquels ils doivent faire face. Et donc, bah, parfois, tout ça amène aussi de la maltraitance. De la maltraitance par rapport à des jugements que l'on pourrait avoir sur leur façon de faire, une dénégation de leur expertise alors qu'ils accompagnent la personne parfois 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, l'absence de soutien ou encore l'inadéquation par rapport à leurs besoins. Et encore une fois, parfois le fait que ce soit imposé, c'est un rôle imposé. Ils n'ont pas d'autre choix, il n'y a personne pour prendre le relais ou accompagner la personne atteinte et donc bah, c'est très mal ressenti. Ce qui amène donc de la maltraitance, qu'elle soit véhiculée soit par les institutions, soit par la personne aidée elle-même, puisque, comme vous allez le voir, elle-même peut avoir en fait un sentiment, une attitude maltraitante envers soi. L'entourage, bien sûr, qui délègue sur cette personne unique. Et puis, bah, tout ça fait que bah, forcément, elle n'arrive pas à répondre à ses besoins personnels pour pouvoir adéquatement aider la personne aidée. Donc, ces manifestations au niveau de l'entourage, ben, comment ça va se manifester? Le fait de se faire imposer le rôle de proche aidant, c'est vraiment le proche aidant principal qui va être responsable de tout, que ce soit les rendez-vous médicaux, la planification, l'aide à domicile, les soins de fin de vie. Donc, vraiment, il est présent tout le temps. Les proches vont en fait se désengager envers la personne aînée et envers le proche aidant. Puis, ben, il y a forcément cette intolérance et cette indifférence par rapport au comportement maltraitant que certaines personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer pourraient avoir face à la personne proche aidante. La personne aidée elle-même donc pourrait avoir un comportement justement maltraitant. Elle pourrait frapper, brusquer, tenir des propos violents, intimidants, refuser des soins également et donc rendre cet accompagnement très difficile pour la personne proche aidante. Et pour cet aspect-là, c'est considéré effectivement comme de la maltraitance, même s'il y a des stratégies, il y a des attitudes, il y a une approche à avoir pour prévenir justement ces manifestations-là auprès de la personne aidée et favoriser une meilleure harmonie et une meilleure relation entre les deux. La personne proche aidante elle-même pourrait avoir de la maltraitance envers sa personne puisqu'elle va s'épuiser à assumer son rôle. Elle va être trop exigeante également. Le sentiment de culpabilité vient aussi de par cette exigence et ces hauts standards qu'elle se fixe. Le fait de se sentir justement incompétent par rapport à la tâche, de ne pas en faire assez ou de ne pas bien faire les choses, puis ben, de mettre de côté ses besoins, son propre bien-être physique et émotionnel pour justement aller de l'avant. Puis ben, forcément, il y a aussi cette maltraitance institutionnelle où on va juger des émotions que pourraient ressentir les personnes proches aidantes. On va les banaliser ou au contraire ne pas les reconnaître pour pouvoir justement y répondre. Nier les compétences. Ah, mais on est professionnel, on sait ce qu'on fait. Ça, vous l'avez certainement entendu. Ne pas transmettre l'information, donc que ce soit par rapport à des procédures, par rapport à des politiques, par rapport à des initiatives qui sont menées et qui vont avoir un impact sur la personne atteinte, mais qui ne sont pas communiquées adéquatement ou au moment voulu auprès du proche aidant. Et puis, bah, forcément, avec tout ça vient
de par la situation que l'on vit dans le réseau de la santé et le manque de personnel ou encore le nombre de personnes à accompagner est tellement important qu'on n'offre pas les services nécessaires pour accompagner les personnes proches aidantes lorsqu'elles en ont besoin. Alors, face à cette réalité un petit peu et à ce portrait-là, je vais vous amener maintenant davantage vers la bientraitance. Comment est-ce qu'on peut favoriser cette bientraitance envers les personnes proches aidantes? Puis, ben, encore une fois, je vous montre là vraiment un accompagnement typique d'une personne proche aidante. Puis, on pourrait en fait superposer les deux réalités entre la personne atteinte et la personne proche aidante, des situations très similaires, pardon, mais qui vont avoir un impact majeur sur chaque personne de manière très individuelle. Puis ben, surtout, ce que je veux vous montrer ici, c'est que c'est un accompagnement dans la durée. Encore une fois, le parcours n'est pas linéaire, mais la durée de l'accompagnement va être très importante. Certaines personnes peuvent vivre avec la maladie d'Alzheimer jusqu'à 10 ans, parfois même 12 ans. Et donc, ben, ça suppose également que le proche aidant soit là du début jusqu'à la fin, parfois, si malheureusement il ne décède pas avant la personne atteinte, de par justement toute cette détresse psychologique, cet impact sur sa santé physique qui amène parfois le proche aidant à décéder avant la personne atteinte. Alors, ce qui est important, je pense, pour moi aujourd'hui, c'est de partir avec cette notion. On choisit d'être proche aidant. D'accord? C'est un choix que l'on fait. Chaque personne, en fait, est amenée à occuper plusieurs responsabilités, à effectuer plusieurs tâches, à prendre des décisions dans l'intérêt justement de la personne pour assurer son bien-être, sa sécurité, son autonomie, sa dignité. Et puis, ben, c'est un choix. C'est un choix parce que toute personne ne peut pas ou n'est pas proche aidant. Et ça c'est vraiment relié en fait au rôle même d'une personne proche aidante. Il y a multiples raisons et facteurs qui peuvent expliquer pourquoi une personne ne peut pas être ou devenir proche aidant. D'une part, il y a des relations conflictuelles avec la personne bien avant la maladie. Ça touche essentiellement les relations fille-mère ou encore enfant. Donc, c'est toujours enfant-parent. Un parent qui a été abusif, un parent qui a été absent, un parent qui a également été maltraitant envers son enfant, ben forcément, lorsque vient le moment d'en prendre soin, ça devient beaucoup plus difficile de se dire, ben, cette personne-là n'a pas été là pour moi quand j'en avais besoin. Et donc, ça amène en fait une absence de rôle de proche aidant. La personne choisit de ne pas être là, tout simplement, pour la personne atteinte. Il y a toute la difficulté de la conciliation famille-travail qui est pour certains très difficile. Et donc, ben, forcément, les gens privilégient ou priorisent certains rôles versus d'autres. Il y a des moyens financiers qui sont nécessaires pour également occuper ce rôle de proche aidant. Et donc, ben, ça devient pour certaines personnes difficile de concilier ce rôle avec leur propre situation financière. Il y a également des problématiques de santé mentale, de l'anxiété, des dépressions, bien avant le diagnostic de la personne. Et donc, la personne est mentalement ou de manière psychologique incapable de prendre soin d'une autre personne. Puis, ben, il y a des addictions, malheureusement, que ce soit d'alcool ou de drogue, qui empêchent également une personne de devenir proche aidante. Alors, c'est pour ça que c'est important, en fait, que ce rôle-là soit partagé. Tout ne doit pas reposer sur une seule personne. Oui, il y a le proche aidant significatif, et puis c'est un terme qui a pris énormément de place durant la COVID et puis qui a amené un certain nombre de défis entre la personne proche aidante significative, puis comment on définit cette personne-là, puis ben, tous les autres membres de la famille, les amis, les voisins, qui ont quand même un rôle à jouer auprès de la personne atteinte et qui, eux aussi, ont une place à prendre en tant que proche aidant, de par justement la définition que je vous ai montrée au départ, à savoir que ce n'est pas un rôle exclusif. Et donc, ben, c'est important justement de définir ce niveau d'engagement.
Hein, quand on s'engage à être proche aidant, ben, qu'est-ce qu'on est en mesure de faire? Quel rôle on veut jouer? Puis quel engagement est-ce qu'on est prêt également à prendre? Où est-ce qu'on se situe par rapport à notre rôle? Et puis également les responsabilités auxquelles on s'engage. Donc, si je me propose pour aller chercher les médicaments de mon proche parce que ben, la pharmacie est à côté de chez moi, ben, je m'engage à ce que le premier de chaque mois, j'aille chercher les médicaments pour qu'ils soient disponibles justement pour la personne atteinte. Et puis, ben, le proche aidant significatif a la tête libre pour faire autre chose et ne pas penser justement à cette responsabilité-là. Alors, justement, il faut reconnaître que vous n'êtes pas la seule personne qui devrait être impliquée dans ce parcours d'aide et puis que vous pouvez non seulement déléguer, que vous pouvez attribuer certains rôles à d'autres personnes, mais également que vous devez avoir cette réflexion et de se dire, ben, qui peut m'aider? Mais aussi de demander de l'aide. Parce que parfois, c'est aussi un frein que l'on se met à soi-même, de se dire, ben, je suis en mesure de le faire parce que justement, on a cette relation de proximité, c'est mon père, c'est mon conjoint, et donc je fais tout, mais ça ne doit pas être le cas. Reconnaissez également que vous êtes la personne experte. Vous accompagnez votre proche pendant parfois des années. Vous êtes là, en fait, connaissez parfaitement bien la personne dont vous vous occupez. Et donc, ben, ça vous permet à vous, en tant que personne proche aidante, d'intégrer justement les valeurs, les expériences vécues, l'histoire de vie, les objectifs de vie de la personne avec justement non seulement ses proches, mais également les intervenants, les professionnels de la santé qui gravitent autour de la personne aidée. Ça permet également d'avoir une meilleure compréhension et acceptation des soins qui lui sont prodigués, le fait d'être là dans la discussion, de prendre part à la prise de décision, ben forcément, vous êtes en mesure de mieux comprendre les soins qui sont donnés à votre proche. Ça permet également de contribuer au choix des interventions non pharmacologiques pour justement favoriser des activités significatives. C'est très important. Je vous le mentionnais justement dans la maltraitance de la personne aidée face à la personne proche aidante, ben, le fait d'avoir recours justement à des interventions non pharmacologiques, que ce soit par la musique, que ce soit par l'art, que ce soit par des activités significatives, va permettre justement de prévenir l'ensemble, une grande majorité en tous les cas des comportements déroutants que pourrait vivre la personne atteinte. Puis ben, ça vient améliorer la communication avec la personne atteinte, que ce soit la vôtre, mais également celle des intervenants qui gravitent autour d'elle, pour justement favoriser des soins centrés sur la personne et non la maladie. Alors, votre implication, en fait, elle va avoir des effets bénéfiques sur la personne proche aidante, puisque ça va valoriser votre expertise. Il y a une augmentation de votre estime de soi. Vous allez également avoir une diminution du sentiment de culpabilité qui est ressenti durant ce parcours. Vous allez également vous assurer justement que votre être cher va recevoir les soins nécessaires qui répondent justement à ses préférences, ses valeurs. Vous allez être impliqué dans la vie de la personne, mais d'une autre manière. Et puis, ben, surtout, vous allez aussi accompagner les intervenants et les professionnels de la santé pour avoir une amélioration des soins au profit donc des personnes atteintes. Donc, un objectif plus altruiste, plus général, qui est quand même assez important. Alors, c'est également important d'aller de l'avant. De comprendre non seulement l'évolution de la maladie, les différentes transitions successives, de s'y préparer. Donc, il y a beaucoup de choses à planifier là quand on reçoit un diagnostic. Et puis, bah, parfois, ça revient beaucoup aux personnes proches aidantes de les mettre en place. Et donc, bah, pour ça, n'hésitez pas à contacter la Société Alzheimer, les organismes communautaires, également le CLSC. Il y a énormément de brochures, de dépliants qui peuvent vous permettre justement de bien comprendre ces transitions successives, mais surtout de s'y préparer. Ayez une écoute empathique et puis maintenez cette relation de confiance justement avec la personne proche aidante pour affirmer leurs points forts de par leur expertise, de souligner leur résilience, leur capacité de l'aller de l'avant. Donc, si vous êtes des intervenants ici, ben, vraiment valoriser cette capacité puis redonnez-leur leur estime de soi. Et puis, ben, soyez
bienveillant envers eux, en justement leur permettant d'exprimer et de nommer les émotions qu'ils vivent, parce que justement, c'est un parcours qui est jalonné de beaucoup de deuil, et donc le chagrin fait partie malheureusement de ce parcours-là. Donc, laissez-leur la place justement d'exprimer ces émotions, que ce soit par des pleurs, par exemple, ou encore tout simplement par une écoute active. Le fait d'être là est tout à fait crucial pour leur bien-être. Bien sûr, de leur côté, du côté des proches aidants, c'est important de prendre soin de soi, que ce soit par des moments de répit, que ce soit également par des moments où vous allez veiller à votre propre bien-être, en prenant soin de votre santé physique, donc en demeurant actif, en vous alimentant également adéquatement, de réduire les sources de stress et de, pourquoi pas miser justement sur la spiritualité, sur une activité qui fait du sens pour vous et puis qui vous permet d'avoir ce sentiment de bien-être. Donc, ça peut être par de la lecture, ça peut être par de l'art, ça peut être par de la marche, ça peut être par de la méditation. Puis surtout, ayez une connaissance et une compréhension de vos besoins. Parfois, on a du mal à demander de l'aide parce qu'on ne sait pas ce qu'on peut demander ou ce dont on a besoin. Et donc, avoir conscience en fait de ses besoins, puis avoir des attentes réalistes également par rapport aux personnes à qui on demande de faire une action pour justement mieux orienter, puis surtout avoir une réponse positive lorsqu'on fait une demande d'aide. Et il y a un réseau de soutien. Tout, encore une fois, ne doit pas reposer sur vous. Et donc, ayez des personnes à vos côtés lors des événements marquants de votre vie qui vont à ce moment-là pouvoir vous accompagner et demander leur de l'aide. Alors, valoriser aussi le vécu expérientiel, que ce soit vous en tant que proche aidant, en étant impliqué auprès des différents intervenants qui gravitent autour de votre proche, parce que vous allez être en mesure justement d'orienter ou en tous les cas de favoriser l'implantation de certaines stratégies, mais également soyez vous-même alerte et informez-vous, formez-vous aux stratégies de communication et de stimulation. Maintenez justement ce contact significatif avec la personne atteinte pour justement diminuer la souffrance qui pourrait être ressentie, donc que ce soit par des activités telles que la musique ou l'art. Et puis, ce deuil-là dont je vous parlais, il faut aussi le canaliser. Il faut aussi en tirer profit et puis donner cette chance de l'exprimer aussi. Donc, que ce soit par de l'écriture, par la photographie, puis ou tout autre moyen là d'expression artistique qui pourrait justement donner ce sentiment de bien-être. Et puis, surtout valoriser le rôle de proche aidant, puisque c'est vraiment des personnes expertes, mais c'est également des personnes qui peuvent vous accompagner et vous aider dans votre intervention si vous êtes des professionnels de la santé. Alors, les personnes proches aidantes, au fur et à mesure de leur accompagnement, vont acquérir une expertise, certes, mais également des habiletés. Elles font preuve de beaucoup de résilience. Elles ont une plus grande compassion, une force intérieure. Et puis, c'est important justement de valoriser ce vécu-là. Puis pour les professionnels qui sont avec nous aujourd'hui, puis même pour les proches aidants peut-être qui sont dans l'audience, je tiens à attirer votre attention sur une initiative qui a été justement mise en place dans le cadre du plan d'action associé à la loi pour reconnaître les personnes proches aidantes, qui est en fait référence Aidance Québec et qui permet aux professionnels et intervenants du réseau de la santé et des services sociaux de référer les personnes proches aidantes vers les services de la Société Alzheimer et de la ligne info aidant de l'appui pour les proches aidants. Donc, encore une fois, voilà une ressource bien simple pour vous, mais surtout qui va faire justement une réelle différence puisqu'on favorise un accompagnement précoce des personnes proches aidantes durant leur parcours. Alors, avec ça, je conclus ma présentation. J'espère que ça a été bénéfique pour vous et puis, ça me fera plaisir de répondre à vos questions.